Regarde Corinne, magnifique hein, des œuvres d'art ces photos. Ça y est, tu te prends pour un artiste toi maintenant. Ouais, quand même. Alors il faut faire la différence, Sébastien, entre photo et œuvre d'art photographique. Donc on est dans une œuvre d'art photographique? Ben écoute, on va dire ça, oui. Bah écoute, j'ai rendez-vous avec America Parasmart, elle travaille au musée de la photo, elle va nous expliquer justement la relation entre photographie et art, elle va nous expliquer un petit peu les codes. Mais avant ça, j'ai rendez-vous avec quelques personnes dans son musée, le musée de la photo à Charleroi, pour savoir ce que monsieur et madame tout le monde pensent justement de cette relation art-photographie. Allez, je te laisse. Alors vous l'aurez compris, le numéro de ce mois de Décodart est justement consacré à la photographie. C'est pas pour rien qu'on est sur l'eau, c'est parce que moi je vais aller retrouver Harry Fett. Alors Harry Fett, c'est un photographe subaquatique et vous allez voir ce qu'il fait est juste dingue. Salut à tous, moi je suis Harry Fett, photographe spécialisé en portrait subaquatique. Je suis né à Charleroi et j'habite à Liège depuis 2006, donc je suis vraiment un liégeois d'adoption. Alors très tôt, moi je me suis intéressé à la photographie de mode par les magazines. J'avais 15-16 ans, voilà, et j'ai dit à mes parents, je veux être photographe. Donc on est allé à Ville-Saint-Rops à Namur, donc une école de photo que j'ai suivie pendant 2 ans. Alors moi je me considère vraiment comme un photographe de studio sous l'eau. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive sous l'eau, première chose que je fais, c'est que je tire un fond, j'installe des lumières. Et ensuite vient le modèle. Et le modèle, c'est une partie qui est assez difficile parce que je ne travaille pas avec des modèles qui ont de l'expérience en général, parce que je ne veux vraiment pas me limiter. Et donc, il y a toute une formation pour le modèle. Et puis, ça dépend vraiment d'elle. Si elle me donne ce que je veux directement en 1 heure, ça peut être fait. Mais parfois, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et alors au niveau technique aussi, c'est vrai qu'il faut être très créatif parce il n'y a rien qui est fait en fait pour être immergé. Donc si je veux mettre un canapé sous l'eau, il faut le préparer pour qu'il ne se décolore pas dans l'eau. Il faut que je le vernisse, il faut le plomber, il faut mettre des crochets, etc. J'ai toute une équipe aussi. Hein. J'ai un assistant et un plongeur qui sont là constamment. Je ne saurais vraiment pas faire ça sans eux. Pour communiquer avec les modèles aussi, sous l'eau, c'est difficile. Donc en général, moi, pour les plus petits projets, je travaille sans bouteille d'air. Donc je remonte en même temps que le modèle et je lui dis tiens, fais ci, fais ça, il y a ça qui n'a pas été, ouvre tes yeux, tu as ta bouche de hamster. Voilà, il y a plein de choses à penser. Et sinon, maintenant, de plus en plus, dans les projets, quand le modèle doit être sous l'eau, parce que ça m'arrive parfois de littéralement ligoter le modèle sous l'eau, mais il y a toujours un plongeur sécurité avec. Et puis elle sait s'extirper, il n'y a pas de souci. Mais donc, quand le modèle est fixé sous l'eau, dans une position précise, moi, je descends avec des bouteilles, je ne remonte pas. Donc, du coup, maintenant, j'ai investi dans un casque avec un micro, en fait. Donc, je sais discuter sous l'eau, j'ai une enceinte sous l'eau. Et je discute, enfin, je parle tout seul, parce que le modèle ne me répond pas. Et voilà, c'est beaucoup plus facile. Il y a vraiment tous des petits stratagèmes, en fait, que j'utilise. Par exemple, la plupart du temps, si on fait de la mode, au niveau des matières, si on veut qu'une robe, par exemple, tombe, suivant les matières, il y en a qui flottent plus que d'autres, donc on doit plomber, donc on met tous des petits crochets tout autour, des épingles de sûreté avec des petits plombs, qu'on efface ensuite à l'ordinateur. Mais parfois, ça peut être les contraires, parce que j'aime bien flouter en fait les frontières. Donc parfois, je me sers de la surface comme un mur, parfois c'est comme un sol. Donc quand le modèle est à l'envers, forcément, si la robe elle passe, elle se déshabille. Donc c'est le contraire, il faut tirer la robe vers le haut. Et là, j'accroche des petits morceaux de mousse en fait pour que ça flotte. Alors disons, moi la partie Photoshop, c'est essentiellement cosmétique. Donc je vais enlever ici des petits boutons, des petites ridules, etc. Après, s'il faut rajouter des choses, ça peut arriver quand c'est du commercial où voilà, il y a un client qui paye pour un projet, s'il manque quelque chose, on peut le rajouter. Mais sinon, dans mon travail, en général, tout est bien pensé. Et non, il n'y a pas de montage, en tout cas, dans Photoshop. On peut dire que tu as un rapport particulier, presque fusionnel avec l'eau ? Oui, tout à fait. En fait, l'eau et moi, j'ai l'impression que ça en fait presque une symbiose, quoi. J'adore ce côté apaisant, cette espèce de côté sourd qu'on ressent sous l'eau. On n'entend rien, mais on entend des espèces de vibrations, des choses bizarres. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas toujours eu ce rapport avec l'eau parce que dès l'âge, dès très très jeune, je crois que j'avais 4 ans, j'ai toujours eu des petits soucis auditifs et je pouvais pas aller dans l'eau et j'avais peur de l'eau. Et puis maintenant, je fais de la photographie sous l'eau, quoi. Donc quand j'en parle à mes parents, ils disent c'est bizarre, tout ça devient. Je sais pas, à mon avis, à un moment, j'ai voulu conjurer le sort et rattraper le temps perdu. C'est ça que je me sens vraiment super à l'aise sous l'eau. Quand j'ai des modèles qui restent en dehors de l'eau pour respirer, moi j'ai l'impression que c'est moins fatigant pour moi de rester au fond de l'eau. Tu es tombé dans le milieu subaquatique il y a plus ou moins 10 ans. Quelles ont été les choses, les étapes importantes et déterminantes dans l'évolution et qui vont également avoir un impact sur la suite ?
Alors, les choses marquantes, c'était la première fois quand une agence ukrainienne m'a contacté pour photographier un modèle nu. Ça, c'était vraiment la première grosse étape en 2011. Ensuite, 2012, j'ai rencontré Tiff Barrow, qui là m'a donné l'opportunité de créer ma première grosse scène, en fait, qui a quand même pas mal impressionné et qui m'a donné une visibilité médiatique. Et ensuite, c'était de rencontre en rencontre avec des personnalités. Et effectivement, les galeries d'art aussi qui ont apprécié mon travail et qui ont accepté de me représenter. La photo, c'est juste ton travail ou en fait tu prends des photos tout le temps, tous les jours? Je prends des photos avec mon téléphone, comme beaucoup de personnes, plus dans le sens de mes mots, en fait. Quelque chose qui m'inspire, ça peut être un tag dans la rue, ça peut être une couverture de magazine. D'ailleurs, j'aime toujours bien partir d'une base existante. Donc, que ce soit avec Modern Icon, je pars d'une œuvre d'art qui existe, que je réinterprète, j'y mets mon propre sens. Avec les scènes de films, ben, c'est pareil. Et avec les artistes, en fait, donc pour ma série Earth Made in Belgium, mais là, je me sers un peu de leur personnalité, soit pour aller dans le sens, ou alors vraiment la prendre à contre-pied, faire quelque chose de totalement décalé. Il y a photos et photos, il y a les photos qu'on fait tous les jours pour se souvenir, et puis alors il y a les œuvres d'art, comme tes photos, qui sont d'ailleurs, comme tu l'as dit, exposées dans des galeries, et qui ont aussi toute une narration derrière. Oui, dans chaque image, j'essaie vraiment de donner un sens, de donner une profondeur. Donc moi, j'ai ma propre trame. Moi, je veux dire quelque chose de particulier, mais je veux vraiment que la personne qui voit la photo se fasse sa propre idée. Donc c'est toujours un peu le dilemme quand on me demande qu'est-ce que tu as voulu dire. Je suis un peu comme David Lynch, quoi. Il dit je préfère que vous fassiez votre histoire, parce qu'après j'ai l'impression que ça coupe un peu toute la créativité aussi de la personne. Et dans l'œuvre d'art, c'est vraiment très important de se l'approprier, quoi. Je t'avais demandé d'apporter un objet symbolique qui te représente. Alors il est là tout près de nous, c'est ton piano. Oui, tout à fait. J'adore la vibration, j'adore l'objet. J'ai toujours eu une relation particulière avec le piano. Même quand j'étais petit, chaque fois que je passais devant un piano, il fallait que je pianote. Et ce qui est dingue, c'est que j'étais vraiment pas joué. J'y accorde pas assez de temps. Je pense qu'il y a peut-être un petit potentiel, mais malheureusement, qui sait. Voilà. Dans tes projets, il y a un court-métrage, mais il y a également l'envie de s'exporter plus à l'étranger. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup mettre mon talent subaquatique au service du cinéma. Ça prend du temps et il faut faire des choix dans tous ces projets. Donc, voilà. Et concernant mes expos à l'étranger, oui, effectivement, j'expose en France à Lille jusqu'en décembre. Et voilà, ça se passe très bien. Et j'espère que ce n'est qu'un début. En tout cas, on te le souhaite et de beaux projets à venir. Merci, Harry. Merci beaucoup, Corinne. C'est une forme d'expression parmi tant d'autres, comme c'est la peinture ou la musique, ça reste une forme d'expression. On voit à travers chaque photo une certaine recherche soit de lumière, soit de personnages. Vous avez des gens comme vous et moi, enfin d'autres qui aiment faire la photo comme ça, à jouer avec l'image, quoi. Tout le monde peut faire une photo, mais tout le monde n'est pas photographe en fait. Les photos, c'est quand même quelque chose de magique en fait. On raconte une histoire et les photos qu'on fait tous les jours, ça raconte plus rien. Et c'est toujours là le point entre la photographie qu'on utilise nous tous les jours et la photo qui est utilisée par quelqu'un pour s'exprimer. Je pense qu'on doit d'abord avoir quelque chose à dire. La photo peut se suffire à elle-même, elle peut donner une impression, mais je trouve que quand on sait l'intention de l'artiste derrière, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire. Si on dit que l'art c'est quelque chose qui est capable de toucher la sensibilité des personnes, alors la photo, oui. On peut définir la photo de l'art. Bonjour America. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Musée de la Photo à Charleroi. Vous êtes responsable éducation ici au musée et donc la bonne personne pour nous parler de la photo en tant qu'art. Justement, cette relation entre photographie et art, ça a été longtemps complexe, longtemps difficile, longtemps flou. Expliquez-nous. La photographie, lorsqu'elle est donnée au monde en 1839, elle est faite à la fois à l'Académie des sciences et à la fois à l'Académie des arts. Donc directement, de prime abord, la photographie n'a pas de statut. Elle est à la fois une technique mécanique et scientifique et à la fois un outil, un médium pour faire de l'art. Ça veut dire qu'au fil du temps, il a fallu mettre des codes justement pour pouvoir parler de la photographie en tant qu'art. Dans les codes, il fallait que la photographie ne soit pas quelque chose de reproduction du réel de manière mécanique. Ça veut dire que ce qu'on reprochait aux photographes, c'était de capturer la réalité telle qu'on la voyait. Et donc de ne pas intervenir dessus comme le faisaient les peintres. Donc la stratégie des photographes au XIXe siècle, c'est de faire de la photographie qui s'apparente
à la peinture et qui utilisent les mêmes codes que la peinture, soit en la modifiant, en retravaillant sur le négatif et sur le tirage, soit en utilisant les mêmes genres, le portrait, le paysage, etc. Et donc à partir de ce moment-là, la photographie acquiert ce statut d'œuvre d'art que le XXe siècle va tout faire pour complètement déconstruire. C'est ça, les codes sont cassés ou en tout cas mélangés. Exactement. Et aujourd'hui, on est face à une photographie qui mélange tous les genres et tous les styles. Par contre, ce qui va compter, c'est toujours le contexte de production et surtout le fait que la photographie dite artistique met à distance le réel, le questionne, le change par la mise en scène et par d'autres techniques. Quelqu'un comme Michael Dans, justement, que vous exposez pour le moment, c'est quelqu'un qui illustre tout ça? Alors Michael Dans, oui, il est vraiment dans la photographie entre guillemets artistique. Moi je dirais plutôt une photographie qui se rapproche de la plasticité. Parce qu'il utilise comme support des vases et des fleurs, qu'il met en scène dans des décors qui sont ultra colorés, mais en même temps il questionne dans sa série le cycle de la vie et la mort. Parce qu'à la fois il y a des photographies, enfin des fleurs vivantes et des fleurs qui sont en train de mourir ou mortes. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le critère de beauté fait d'une photo une photo artistique. Par contre, monsieur et madame tout le monde sont capables à l'heure actuelle de faire de la photo artistique, mais sous forme de one-shot. On voit souvent sur Instagram des très très belles photos qui justement répondent à certains codes, mais la différence avec les artistes, c'est que les artistes travaillent sur le long terme, sur des séries, sur quelque chose de plus concret, c'est ça? Exactement. Instagram a ceci de facile, c'est que tout le monde peut faire une belle image. Mais l'artiste, il ne s'arrête pas à la belle image, bien au contraire. C'est le cas de Michael Dans, qui met justement des travers dans ses photographies, des erreurs, des fils qui pendent, des flashs. Instagram, c'est la beauté esthétique. L'artiste, c'est questionner cette beauté esthétique pour en ressortir quelque chose. Donc en gros, le rôle de l'artiste et du photographe, c'est de critiquer la société dans laquelle on vit. Ça veut dire que le fait que tout le monde fasse de la photo, que la photo soit accessible à tout le monde, n'empêche pas les artistes de s'exprimer quelque part. Exactement, puisque le rôle de l'artiste, c'est d'être un petit peu le questionneur de notre société, de prendre ce qui fonctionne et de le remettre en question. Merci America pour toutes ces informations. Je vous en prie. Bien voilà Corinne, encore une belle émission de Décodeur qui se termine. Oui, et c'est juste incroyable ce qu'il fait Arifet. Effectivement, et puis America nous a bien montré cette relation tumultueuse entre photographie et art. Elle nous a rappelé aussi que le musée de Charleroi, le musée de la photo pour lequel elle travaille, abrite toute une série d'artistes permanents, que ce soit Stéphanie Roland, Sarah Jovenot, même Michael Dans, bref des artistes belges qui sont à voir là-bas jusqu'au 17 janvier. Alors tu l'as dit Sébastien, on peut voir des œuvres photographiques soit dans des musées, dans des galeries, mais également de manière très inattendue ici en plein air. Alors en fait c'est une exposition du SPOE sur le thème de l'eau. On peut y trouver des photos d'Olivier Giljean. Alors ce sont sur des ouvrages d'art mais également sur les personnes qui œuvrent au bon déroulement des voies navigables dans toute la Wallonie. Et c'est visible ici au flot en bord de Meuse à Jambes jusque fin octobre. Il est temps de sortir de chez vous. Merci Corinne. Merci Seb et on se retrouve le mois prochain. Ciao.